Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du dernier film de Darren Aronofsky, Mother, avec un point d'exclamation, qui apparaît avec un petit ting au générique. Bizarre comme choix. L'histoire est celle de Mother et de Him, donc la mère et lui, puisqu'ils n'ont pas de prénom dans le film, les personnages, joués par Jennifer Lawrence et Javier Bardem, qui vivent dans une petite maison isolée au milieu d'une clairière, et vivent vraiment... complètement isolés tous les deux. Elle passe ses journées à essayer de retaper la maison qui a subi un incendie il y a très longtemps, mais comme c'est la maison d'enfance de son mari, lui il y est attaché et elle y est attachée aussi, et essaye de la reconstruire et essaye de la faire sienne, de la remodeler, de la faire renaître. Et lui est un auteur qui n'a pas écrit depuis très longtemps et qui est en panne d'inspiration depuis un bon moment. Et leur petit quotidien va se voir perturbé le jour où des gens vont commencer à débarquer dans leur maison. Alors ils s'appellent lui et elle au scénario, joués par Michelle Pfeiffer et Ed Harris. Donc c'est pas n'importe qui, lui et elle. Et après eux, d'autres personnes vont suivre, et tout cela va donc perturber la petite vie de nos personnages. Toute la question qu'on va se poser, c'est pourquoi. C'est la question qu'on est censé se poser, qui a été posée également par les bandes annonces, parce que les bandes annonces étaient extrêmement évasives. Et heureusement, parce que ce film se spoil au premier plan. C'est un peu bizarre. Je suis pas tout à fait en désaccord avec ce que dit le film, donc je l'ai pas forcément détesté, mais je l'ai pas aimé non plus. Je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop long, et je trouve que pour ce à quoi ça amène, moi ça m'intéresse pas énormément. Je trouve que c'est pas très clair pour la majorité du public, et je pense que la majeure partie des gens vont pas comprendre. Les gens qui étaient dans la salle, ceux qui étaient à côté de moi en particulier ont pas dû comprendre, mais j'y viendrai. On verra ça en fin de vlog. Petites anecdotes de salle de cinéma. Et ce qui m'ennuie, c'est que tout le film se vend un petit peu comme un film d'horreur. Il y a un côté un petit peu angoisse, etc. C'est une invasion de maison finalement. Enfin, même pour le peu que vous voyez dans les bandes annonces, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent et qu'elle a pas du tout envie qu'ils soient là. Donc c'est une invasion de maison, symboliquement en tout cas. Et le film fait pas très peur. Et il y a jamais vraiment de payoff sur tout ce qu'il essaye d'instaurer en angoisse et en trucs bizarres. Je dirais même il y a pas de payoff du tout, parce que par exemple il y a une pièce qui est cachée derrière une porte. Et il n'y a rien à faire dans cette pièce. Il n'y a rien à faire dans cette pièce de tout le film. Il ne s'y passe rien. Faut pas que je spoil, mais grosso modo, il ne se passe rien dans cette pièce. Je me demandais vraiment à quoi ça allait servir. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent être intéressantes. On va avoir dans ce vlog une section spoiler, je vous préviens, parce que pour essayer d'analyser vraiment correctement le film, il faut essayer de parler de ses interprétations et du sens qu'il peut avoir, qui est intéressant, qui est bien travaillé et qui est sympa. Pour une fois, je trouve que Darren Aronofsky tient bien son truc. Encore qu'il y a quelques idées mélangées. Il y a plusieurs thématiques différentes. Des thématiques, il y a cette thématique de l'obsession. Il y a clairement, on sent qu'il a divorcé il y a pas longtemps. Il a divorcé en 2010 de Rachel Weisz, et tu sens qu'il y a un truc sur les rapports de couple très très particulier dans le film, et sur le créateur en particulier, lui-même étant scénariste et réalisateur. Je pense qu'il y a un gros double sens dans le personnage de Him. Mais même s'il y en a pas qu'un, contrairement à d'autres films d'Aronofsky, je pense pas pouvoir dire qu'il a perdu d'objectif ce que voulait faire son film. Je pense qu'il a parfaitement tenu ce qu'il voulait faire. Ce qu'il fait au final est très aronofskien. Toute la séquence de fin, par exemple, va vous rappeler quasi tous ses films, mais Requiem for a Dream en particulier. C'est cette espèce de le film bon, il y a un autre truc qui m'a un peu ennuyé, c'est que le film a un côté un peu répétitif, un côté cyclique. C'est-à-dire que le film en fait va commencer très très bas et monter jusqu'à arriver à un taux de saturation énorme, et d'un seul coup, il va y avoir un événement, on va retomber à zéro. Et ensuite ça va passer tranquillement, puis après remonter, et après on va arriver au climax, et la montée du truc, c'est vraiment typiquement la construction de Requiem for a Dream par exemple, où les scènes sont de plus en plus courtes au fur et à mesure, et les cuts sont de plus en plus courts. C'est pas impossible que ce film-là fonctionne un peu comme ça aussi, pas constamment, mais je pense qu'il y a un petit peu de cette scène de fin qui doit accélérer le rythme et qui doit accélérer le montage. Et donc tout ça évoque évidemment tout le travail d'Aronofsky depuis des années, et est très réussi. La musique également, le travail du son, pas la musique, parce que la musique est
relativement absente du film. Je vous avoue, je me souviens d'aucune musique. Je me demande même s'il y en a. Mais la musique est très absente, relativement absente du film. Il y a par contre un énorme travail du son qui là aussi est assez récurrent dans l'œuvre d'Aronofsky. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait un Pourquoi j'en ai tort sur Aronofsky. Un des plus douloureux à faire de cette chaîne parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas le mec à la fin du truc alors que je pensais l'aimer au début. Mais vous pouvez aller voir ça. Le travail du son est effectivement très récurrent dans les films d'Aronofsky. On a eu vous savez tout le travail quand il y a les montages de drogue par exemple, vous avez un travail des recherches de sonorités très très étranges qui sont mises dans Requiem for a Dream pour accompagner les montages très cut. Vous savez, où ils prennent les doses et les machins et tout ça. Il y a toujours des sons très particuliers. Dans The Wrestler, on avait parlé un moment dans Pourquoi j'avais tort, j'avais parlé un moment d'une scène où Randy essaye de rentrer, va faire son boulot. Et comme son vrai boulot, ce catcheur lui manque, on entend la foule du catch qui est derrière lui pendant qu'il est en train d'avancer vers le boulot. Donc il y a toujours un travail du son très intéressant chez Aronofsky. Dans celui-ci, ça tourne autour de sons très stridents, très crispants en fait. Tout ce qui est tous les bruits énervants. Les bruits de verre qui arrivent sur une surface très très rigide et pas du bois quoi, du verre posé sur de la porcelaine ou du verre, enfin le truc qui fait un bon son de verre posé, les trucs qui tombent et qui du coup comme c'est du carrelage un peu partout, ça fait toujours des sons très très aigus et très prenants et des gros pics et des machins. Et il y a à certains moments le personnage de Mother va avoir quelques petits vertiges, quelques petites tensions, quelques trucs dans ce genre-là. Et quand ça va se produire, elle aura tous ces bruits vont bénéficier d'échos en plus pour rester encore plus longtemps dans la tête et presque résonner justement. C'est presque comme dans un tuyau, comme dans un tunnel. Le son rebondit sur les parois et ça reste encore plus strident, ça devient cyclique presque. Et c'est bien agressif et bien mené à ce niveau-là. Autre élément récurrent, il a tourné à nouveau en 16 mm, donc vous allez avoir une image extrêmement granuleuse, mais également une image avec un scope assez intéressant. Alors je trouve un peu bizarre le choix du scope. Peut-être qu'avec le sens en fait complet du film, on voit le côté grandiose, mais là je le trouve un peu étrange. Il fait peut-être partie de ces gens qui trouvent que le scope enferme les personnages en hauteur, parce qu'en plus il fait des très gros plans sur ces personnages. Alors évidemment on retrouve sa sonoricam et son machin, enfin sa façon de filmer les acteurs, vous savez, en accrochant la caméra devant eux, et du coup la caméra les suit et leur visage ne bouge jamais dans l'image, mais le reste change. Il n'y a pas exactement ça, mais on sent qu'il y a un effet qui s'en rapproche un petit peu à certains moments du film. Mais donc du coup il y a évidemment cette utilisation du 16 mm qui donne de base, puisque c'est un support de captation, ne pas dire format plus petit, qui donne forcément des angles plus larges la plupart du temps avec la plupart des optiques, et donc on en voit un peu plus, ce qui rentre du coup bien dans cette ambiance un peu angoissante, un peu oppressante. Je trouve que le scope n'est pas oppressant. Moi, je comprends pas les réalisateurs qui trouvent le scope oppressant, parce que pour moi c'est des mecs qui pensent leur cadre dans le mauvais sens. Et c'est aéré sur les côtés, donc c'est pas oppressant, au contraire, c'est le cadre le plus large qui soit, parce que notre champ de vision il est plutôt en largeur qu'en hauteur. Donc voilà, je comprends pas comment on fonctionne comme ça, mais ça marche quand même. Il y a plein de films d'horreur qui le font, donc c'est pas du tout un problème, et je comprends l'idée quelque part, même si je la trouve pas palpable, je comprends l'idée. Alors je sais pas d'ailleurs si c'est un effet secondaire du 16 mm, mais je trouve les effets spéciaux assez moches. Il y a plusieurs moments où on voit des trucs qui sont très figuratifs, genre un cœur qui bat ou un truc dans ce genre-là, et à chaque fois qu'il y a ces effets spéciaux qui arrivent, je vois le truc, waouh. Les plans extérieurs de la maison, pareil. Je crois pas que cette maison existe dans une vraie clairière. Enfin vraiment, je crois pas, vu les plans. Donc peut-être un petit défaut à ce niveau-là, mais c'est pas ce qui m'ennuie le plus. Ce qui m'ennuie le plus, c'est le temps que tout ça met à venir et à fonctionner. Et d'autant plus que, je vous dis, le film fait quand même 2 heures, et se spoil dès le début. Je trouve ça dingue. La première scène du film spoil la révélation du truc. C'est ouf. Je trouve ça ouf. Enfin, j'ai vu ce plan-là, je savais déjà sur quoi j'allais arriver. Je savais ce que j'allais trouver à la fin. Et je savais pourquoi est-ce que j'avais eu ça au début du film, et du coup à quoi ça allait mener comme élément final et comme révélation finale. J'avais pas exactement vu venir le tout dernier plan du film, je l'accorde, là j'ai eu une petite surprise, mais alors petite, ça se traîne beaucoup, et malgré certains éléments qui sont très in your face, il y a quand même beaucoup de choses qui sont trop obscures, je pense, pour que la plupart des gens arrivent à comprendre ce film. Alors c'est pas forcément un mal, hein, on peut être un peu élitiste de temps en temps, mais je trouve pas ça formidable. Pour le message qu'il a trouvé au bout, je trouve le message intéressant, mais tel qu'il est présenté, de la façon dont il est présenté, je le trouve pas très très intéressant. On va y venir du coup, ça m'aura servi d'introduction, de faire tout ce truc technique et d'essayer de pas rentrer dans les spoilers, mais là on va rentrer dans les spoilers parce qu'il faut du coup essayer de parler du sens du film pour en venir à si tout ça a un intérêt ou pas.
Le film est une métaphore de la vie d'un point de vue religieux. La maison représente ce que les humains essayent de construire, grosso modo la Terre, on va dire. Mother incarnerait donc la vie. Et en fait, il y a plein de moments dans le film où le personnage de Javier Bardem lui dit tu incarnes la vie, et il ment pas, c'est la vie. Elle représente la vie, la mère nature presque. Quand le Mother, c'est presque Mother Nature. Et lui, il représente Dieu, le créateur. Il y a un double rapport avec Aronofsky, avec Dieu en fait. C'est-à-dire que d'un côté, je vois clairement un miroir de la situation d'Aronofsky qui s'est séparé de Rachel Weisz en 2010, et toute l'idée donc lui est un créateur, elle veut qu'il soit inspiré, elle veut qu'il crée des trucs, etc. Mais elle veut pas le partager. Elle veut qu'il soit que à lui. Et elle veut pas elle aime pas trop qu'il y ait d'autres personnes qui puissent profiter de ce qu'il fait et de ce qu'il crée. Et tout le truc, c'est que en gros, le talent et la passion du créateur l'amène à détruire ce qu'il aime en fait presque. C'est-à-dire que, comme il dit, il a besoin de voir plein de gens et de plein de trucs et de recevoir plein d'amour pour pouvoir créer et pour faire plein de trucs, et du coup ça fait que l'amour de sa femme ne lui est jamais vraiment suffisant. Donc là c'est pour le rapport avec Aronofsky. Et je crois que du coup cette notion de partage lui a inspiré cette espèce de parabole religieuse. On a dans le film une version, une représentation de Abel et Caïn, les deux frères ennemis, dont l'un va hériter, enfin a eu une préférence de la part de Dieu lorsqu'il lui a présenté ses offrandes, et du coup son frère qui était arrivé le premier, donc son grand frère, s'est trouvé extrêmement jaloux et a tué son frère, et du coup Dieu l'a puni et l'a forcé à faire des trucs. Ça c'est la métaphore de Abel et Caïn, mais du coup tout ça c'est pour dire que le film tourne autour de ça, cette question de partage de l'amour presque. Cette notion d'amour en général, c'est aussi bien l'amour des fans que l'amour l'amour divin, que l'amour maternel, que l'amour d'un couple, etc., etc. Et donc tout ça lui a inspiré cette espèce de métaphore pour nous dire qu'en gros, la vie est un énorme cycle de merde. C'est-à-dire que le film est vraiment cyclique. Et donc là, comme on est un spoiler, je peux le dire, donc l'ouverture du film, c'est donc, il pose le cœur de l'ananas sur le truc, et poser le cœur de l'ananas sur son socle redonne la vie à la maison, et en gros, c'est la vie qui repart après un événement tragique. Événements tragiques tels que, par exemple, une guerre, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Il y a une guerre qui est physiquement représentée à la fin, donc du coup, on peut voir ce genre de projection sur l'idée du film. Michel Pfeiffer et Ed Harris sont en fait l'incarnation de Adam et Ève. C'est marrant d'ailleurs, le mec, pendant tout le truc, a un problème au poumon, parce que vous savez que Ève est née de la côte d'Adam, et bizarrement le mec a un problème au poumon pendant tout le film, il est en train de tousser comme un fou, etc. Et ils ont deux enfants qui sont Abel et Caïn, comme les enfants de Adam et Ève, dont l'un tue son frère, donc c'est clairement cette métaphore-là, donc eux ils représentent les humains, et ensuite il y a tous les autres êtres humains qui débarquent dans la maison à chaque fois qu'il y a ce truc qui envahit la maison. Et qui du coup représente la façon qu'ont les humains de traiter la vie en fait. Vous regardez dans le film, c'est assez parlant. Personne ne respecte cette nana, presque. Très peu de gens qui la respectent ou qui l'écoutent en tout cas. Ce qui est aussi une métaphore, le côté de dire les gens écoutent pas la vie quoi. C'est par exemple, il y a des personnages qui s'assoient toujours sur un bord d'évier. Et elle arrête pas de leur dire, ne vous asseyez pas sur ce rebord d'évier, il est pas fixé, il va se casser la gueule. Et le couple se remet dessus tout le temps et finit par même faire, regarde, ça saute pas. Et il y a ce côté des humains qui challengent la vie et qui font des trucs alors qu'ils savent parfaitement que c'est un truc à pas faire, et qu'il y a des choses qui sont tout à fait déconseillées et qu'il faudrait jamais réaliser et que on fait quand même. Donc c'est vraiment ce sens-là. Il y en a qui veulent profiter d'elle. Il y a un mec qui avance et qui commence vraiment à faire comme si elle était à elle et comme s'il était sûr que la vie lui appartenait, etc. Vraiment, enfin, tous les rapports des personnages sont assez rigolos à ce niveau-là. Il y a des personnages qui la détestent et qui vont essayer de la buter. Enfin, il y a vraiment tout ce symbole est extrêmement tenu pendant le film. Et toute l'idée, c'est donc de dire que l'humanité est une saloperie qui détruit tout ce qu'elle a entre les mains.
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont sans gêne, c'est pour ça qu'ils saccagent le jardin, qu'elle veut faire un Éden, elle veut en faire un paradis, elle le dit dans le film également, et à chaque fois les humains arrivent et foutent le bordel partout, et détruisent tout, et se déchirent pour des conneries, et tout ce qui s'ensuit. Et au-delà de ça donc, vient ce côté cyclique, trahi depuis le début du film. Donc, depuis le début du film, je savais qu'elle allait mourir et qu'il allait la faire revenir à la vie avec son truc de cristal machin, et que grosso modo il y avait une histoire de bébé ou de machin ou de trucs à créer entre eux et qu'il essaierait de le récupérer, et que un truc lié à un mysticisme quelconque. À la base je pensais à un truc de sorcière, je vous avoue, c'était pas exactement ça du coup, mais il y a quand même un truc intéressant, et donc ces humains étant incapables de respecter quoi que ce soit de la nature, donc à un moment donc Dieu et la vie crée quelque chose de neuf, quelque chose de beau, donc il crée un bébé, donc une chose nouvelle dans la vie, un nouvel élément de la vie, et les humains évidemment sont donc une envie c'est de se le partager dans les autres, et évidemment il y en a qui foutent la merde. Je dois dire d'ailleurs que je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que ce serait aussi trash et violent envers le bébé, quoi. La vache, la nuque pétée, le bébé bouffé et tout le bordel, avec les trucs, les plans bien clairs et tout, tu fais waouh, ah tu vas loin. Et en fait, à la fin, ça a commencé à me plaire justement parce qu'en fait cette idée-là me plaît beaucoup. Je trouve très très vrai cette notion que déjà la vie est cyclique et qu'à chaque cycle on recommence les mêmes erreurs, parce que il recommence avec la même nana, je suppose qu'il a fait les mêmes erreurs au début, et qu'on finit toujours par foutre le bordel partout. Et donc du coup il y a tout ce moment où ça commence à finir en gros bordel énorme, et avec une guerre et tout le bordel, pour arriver donc à la conclusion avec cette fameuse salle du poêle à mazout qui vraiment, enfin du poêle à pétrole. Pendant tout le film je me demandais à quoi allait servir ce truc, quoi, parce que quand tu vois la cuve tu te dis pas forcément c'est du mazout. Moi je me le suis dit parce que on avait une cuve à pétrole quand j'étais plus jeune, mais de base, tu vois un truc comme ça, tu te dis, bah, il y a une citerne, peut-être de l'eau, parce que, après tout, ils sont en plein milieu du truc, c'est peut-être un truc de traitement d'eau, ça peut être tout et n'importe quoi, une fosse septique, ou un truc dans le genre. Et non, du coup, c'est du pétrole, parce qu'à la fin, la vie, comme elle est en train de le faire en ce moment, avec tout un tas de tornades et de typhons et de machins qui sont en train de s'abattre, en ce moment, on est en pleine période de tornades et de tempêtes sur les côtes américaines. Et donc à la fin, elle décide de tout péter. C'est la nature qui se venge, parce que à force d'avoir été trop exploitée et martyrisée par les humains, elle finit par se venger. Donc, j'aime bien le sens du film, j'aime bien ce qu'il essaye de traduire, et j'aime bien ce qu'il essaye de dire. Le problème c'est que je trouve ça vraiment pas clair, mais vraiment pas. Pour moi c'est très laborieux d'en arriver à cette conclusion-là, et de comprendre tous les symboles. Déjà, il faut avoir une certaine éducation religieuse. Alors, vous le savez, parce que ça a fait scandale à certains moments, mais je n'ai pas une énorme éducation religieuse. N'empêche qu'à Bel et Quin, je sais ce que c'est. Mais heureusement que je sais ce que c'est un petit peu, parce que sinon, pour m'orienter vers le truc religieux, enfin, j'aurais eu peu d'indices quand même pendant le film pour aller vers ce truc-là. À part le fait qu'elle parle de paradis, mais enfin, ça peut aussi être un mot un peu de tous les jours, quoi. C'est pas forcément un mot qui a du sens. C'est le film, la globalité du film qui lui donne son sens, et effectivement, le sens global, c'est ça. Le sens final, c'est ça. Mais je trouve ça assez laborieux quand même d'en venir là. Et surtout ça, en fait, laborieux. Je trouve que c'est très très long, que tout n'était pas nécessaire dans le film, et que pour nourrir cette idée-là, il y avait peut-être des façons plus intéressantes de le faire passer et plus claires. J'ai aussi du mal à être d'accord avec à cerner la réaction du mari, en fait. Parce que le côté créateur à ce niveau-là marche bien par rapport à Dieu, mais c'est vrai qu'en principe un créateur vit pas forcément pour l'adulation et l'amour des gens. Je sais que c'est compliqué à imaginer dans une époque où tout le monde veut être aimé de tout le monde, etc. Mais il y a aussi des gens qui sont juste passionnés et qui ont juste la pure inspiration et la pure création, ce qui est un peu ce que vend ce personnage-là, la pure inspiration qui se déclenche un matin quand il apprend quelque chose, et qui réagissent si bien à toutes ces invasions. Je trouve que c'est un peu exagéré. Un autre truc d'ailleurs qui a été ajouté au film et que je ne comprends pas trop du coup. Pourquoi il se passe rien quand le cœur est brisé? J'ai pas trop compris, parce que le cœur alimente tout le truc en principe. Le cœur représente... ça représente peut-être aussi la nana d'avant, mais c'est d'abord ce qui a donné son pouvoir à la nana actuelle, la Jennifer Lawrence, puisque donc à la fin la nana change, donc je suppose qu'à chaque cycle il essaye de s'améliorer et il change un truc, mais c'est... voilà. Mais du coup, pourquoi est-ce que le cœur d'avant, quand il disparaît, on s'en fout? Il avait l'air quand même d'avoir un certain pouvoir et d'avoir un certain truc, et non, il se passe rien.
C'est un peu bizarre comme scène. Et justement à ce moment-là, je trouve que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû réagir, parce que faut pas déconner, Dieu avec Adam et Ève, il a pas été ultra sympa, il leur a pas passé toute leur connerie non plus. Hein. Il a suffi qu'elle bouffe une pomme la nana pour qu'il soit viré du jardin d'Éden. Donc le mec qui Adam et Ève qui font péter un truc et tout, et le mec qui ramasse juste les morceaux et qui après dit rien, tu fais bah bizarre. Et alors, une fois que ça s'est fait, il y a plus rien de précieux dans la pièce. Donc pourquoi il en condamne l'accès? Dans tout ce film, je comprends pas pourquoi il condamne l'accès à des portes et à des pièces. Il y a plus rien d'intéressant dans son bureau. Le truc le plus important du bureau a été cassé. De toute façon. Donc qu'est-ce qu'il en a à foutre? Vraiment? Enfin, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Et ouais, alors du coup, la salle du poêle à mazout dans la cave, là, mais quelle était la raison de fermer ce truc? Enfin, ça n'a aucun... Et pourquoi il y avait une grenouille là-dedans? Aussi? Je sais pas, il doit y avoir un sens biblique à la grenouille aussi, pour moi c'est un serpent, mais il doit y avoir un sens biblique à la grenouille, je ne le vois pas, et je ne le connais pas, et enfin, il pourrait y avoir quelque chose dans cette pièce, il aurait pu y avoir un truc, il aurait pu y avoir un machin quelconque, quoi, et non, il y a rien, il y a juste du pétrole, parce qu'à la fin, il va le faire péter. Et donc, ce qu'on doit nous faire comprendre, en gros, c'est que le mec a fait, a caché la porte, pour éviter que sa femme puisse avoir l'idée de descendre, ouvrir le truc, et tout faire péter. C'est très exagéré quand même. Enfin, faut qu'elle soit à bout quand même pour en arriver là. Donc faut quand même qu'il ait bien merdé. Donc tu te dis bon bah je laisse le truc ouvert. De toute façon si elle en arrive là, c'est que forcément j'ai vraiment merdé sur un truc, donc faudra repartir à zéro. Donc je suis perturbé par ce film. Je trouve qu'il y a des bonnes idées parce qu'en plus c'est Darren Aronofsky, donc généralement il a des bons trucs. Mais encore une fois il y a des choses qui sont pas un peu laborieuses. Et là, ça y est, il est tombé dans un délire religieux, en fait. Et je dirais, il a fait Noah juste avant, le truc sur l'arche de Noé. Enfin, maintenant, il vient de faire Mother, qui est une symbole du paradis, d'Adam et Ève, de la vie, de Dieu, tout le bordel. Enfin, je vais commencer à avoir du mal à apprécier les thèmes de ce film s'il reste que dans ce domaine-là, quoi. Bon, bref. Donc voilà, je trouve que le côté horreur est pas très très bien vendu, que le côté symbole est trop caché, et trop perché, et comme en plus c'est Aronofsky, c'est tellement perché que, enfin, pour démêler le truc, au bout d'un moment, je trouve que c'est compliqué. Et j'arriverai pas à dire que c'est comme du David Lynch, un film labyrinthique. Le film essaie pas de nous perdre, c'est juste qu'il est pas assez clair. Il est pas assez généreux avec nous, je trouve, pour nous donner certains trucs. Faut que je vous parle de la nana avec côté de qui j'étais dans la salle. La nana et son mec. Parce que c'était un numéro. Putain. Le film commence. La nana sort son téléphone. Et l'allume. Et le garde bien comme ça, vous savez. Alors, il y a des gens qui me demandent comment je fais pour prendre des notes avec mon truc. En fait, j'ai une sacoche, enfin, j'ai un sac avec moi, et je cache le truc, enfin, le téléphone sous la sacoche, et du coup, les gens voient pas la lumière. Il y a que moi qui, en me baissant un petit peu dans mon fauteuil, arrive à voir ce que je marque, et en plus, les touches c'est clair, donc, du coup, je vois clairement ce que je suis en train de marquer. La meuf sort son truc, le téléphone comme ça, et le laisse comme ça sorti pendant tous les écrans de production au tout début, donc le logo Paramount passe, tous les machins, tous les logos s'en vont, et là, tranquille, en train de finir ses trucs, regarder ses mails, ou je sais pas trop quoi. Et je me dis, ouais, ça commence bien. Première scène du film. Jennifer Lawrence, enfin, deuxième, troisième, Jennifer Lawrence se lève de son lit. Elle est donc en chemise de nuit. La meuf d'à côté, elle a pas de soutien-gorge. 2 secondes plus tard, puis elle doit avoir un string. Et ça continue comme ça pendant tout le truc. Et le plus drôle avec ce couple, c'est que dans le film, donc Ed Harris et Michelle Pfeiffer sont en couple, puisque ce sont Adam et Ève, et se roulent des grosses pelles, des grosses pelles bien baveuses avec la langue sortie et tout le bordel. Et du coup, à chaque fois que les personnages s'embrassaient dans le film, j'entendais l'autre à côté qui était là, Berk. Des trucs dans ce genre-là. Et à chaque fois que quelqu'un était sans gêne avec le personnage de Mother, je l'entendais en train de se plaindre, genre, les gens sont grossiers, sont mal élevés, etc. J'avais envie de vous vous rendez compte que vous êtes exactement les gens dont vous êtes en train de vous plaindre dans le film, là? Ferme ta gueule, putain! Et du coup, je dis que c'est cocasse qu'elle ait rigolé, enfin, qu'elle ait fait des petits mouvements de recul ou de se plaindre à chaque fois qu'il y avait des gros palos, parce qu'à un moment, j'entends le fauteuil couiner, le machin, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne. La meuf s'était retournée vers son mec, était avachie
complètement sur lui, à lui rouler une grosse pelle qui faisait des gros bruits de succion comme ça, énormes. Et lui avait la main bien posée sur son cul, en train de lui caresser le cul comme ça. Ah oui, il était en train de gueuler comme Michel Pfeiffer et Ed Harris se roule un palo, était allongé comme ça à prendre 2 fauteuils avec les jambes écartées, tout le bordel. Et je vous jure, à un moment, la meuf avait les pieds posés sur le fauteuil, donc vous savez, les jambes, enfin les genoux ici, quoi, les jambes rabattues, et les pieds posés sur le fauteuil. Je vous jure que la meuf s'est gratté la chatte, mais violent, pendant genre 10 ou 15 secondes, mais vraiment en train de gratter comme ça. Et je me suis... Mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? J'ai été scandalisé. J'ai été scandalisé pendant toute la séance. Des gens sans gêne comme ça, c'est une catastrophe. Et alors évidemment, du coup, je suis sûr qu'elle a écouté seulement un 10% des dialogues. Donc bien sûr, quand elle s'est levée, c'était, à la fin du film, c'était ah bon, bah très bien, bah on n'a rien compris, machin. Et le pire, c'est que je fais une voix un peu acariate, là, mais elle était pas si vieille que ça. Elle avait l'air plutôt jeune. Et tu fais, oh la vache! Eh ben, ça doit être un plaisir de te sortir au cinéma, ma vieille. C'est le genre de nana elle est dans le film, elle regarde le truc, elle fait, ah bah là, je vois plus ce qui va arriver, là. Eh ben, ta gueule! Essuie! Ah! Bon, voilà. Elle a pas parlé tout le temps, donc c'est pas elle qui m'a sorti du film, hein, pas du tout. Mais ouais, c'était vraiment laborieux, quoi. C'est pas le genre de film qu'on peut regarder en arrêtant son cerveau. Il y a peut-être des gens qui vont me dire, ouais, tu t'es trop pris la tête. On peut pas regarder ce film-là comme ça. Le but du film, c'est de nous faire chercher pourquoi tout ce qui se passe. Et le truc, c'est qu'à la fin, on n'a pas vraiment de réponse. Si on n'a pas compris la métaphore, si on n'a pas compris les symboles, on n'a pas la réponse à la fin du film. Et il faut la comprendre, la métaphore. D'ici à ce que les gens fassent le rapport, ça peut être compliqué, quoi. Bref, je ne suis pas fan de Mother. Il y a des messages intéressants, notamment sur le fait de... le côté, je crée quelque chose et les gens le récupèrent et le déchirent en morceaux et font un machin. Enfin, je pense qu'il y a énormément d'artistes qui peuvent vivre ça, etc. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qui m'ont parlé dans le film. Mais je trouve ça trop long, ennuyeux et trop confus. Ou pas assez clair. Ce qui est presque la même chose, mais pas exactement la même chose. Voilà, donc je vous encourage pas forcément à voir Mother. Si ça vous branche à fond, tentez le coup, mais je vous enverrai pas en salle à pas précipiter. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!